Au lendemain du verdict, la presse est très partagée. On se questionne énormément sur une possible complicité. On s'imagine mal le vieux Gaston Dominici, 75 ans, être capable à lui seul des 3 assassinats. On affirme que cette condamnation ne suffit pas à expliquer l'affaire. On avance même que Gaston s'apprête à faire des révélations. Mais quelles révélations? Après tant de mensonges et de rétractations, qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de Gaston? Et la plus grosse question, comment la petite Élisabeth est-elle décédée? Le 4 décembre, Gaston Dominici écrit une lettre à sa fille Clotilde. Il met en cause Gustave. La peine que j'endure en ce moment pour ce mauvais sujet qui m'a traîné dans le déshonneur le plus grand et le plus cruel qu'un homme puisse supporter. Je pensais qu'il se livrerait à dire la vérité au magistrat, mais il n'en a rien été du tout. Clotilde se rend chez Gustave avec la lettre, et Gustave ne veut plus rien entendre. Il dira « Laissez-moi tranquille, j'en ai assez. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit au procès. Mon père est innocent, maintenant qu'il s'arrange, le vieux. » Le 13 décembre, Joseph Audoux, substitut du procureur, rencontre Gaston Dominici. Et Gaston va y aller de nouvelles révélations. Il aurait surpris Yvette et Gustave en discussion dans leur chambre, et Yvette aurait prononcé le mot bijou. Par la suite, Yvette aurait dit « Et la petite ?» et Gaston de répondre « Elle était évanouie. » Par la suite, Yvette aurait demandé « Qui l'a portée ?» et Gustave aurait répondu « C'est Roger. Roger Perrin, dit Zézé. » Gaston ramène Roger Perrin, son petit-fils, dans l'affaire. Il s'écarte complètement de l'histoire et incrimine Gustave et son petit-fils. Il affirme aussi que la carabine se trouvait habituellement à la serre au domicile des Perrin. Et quand le magistrat lui demande pourquoi il n'a pas révélé cela auparavant, Gaston lui répondra qu'il était certain d'être acquitté. Le 17 février, l'appel des avocats de Gaston est rejeté par la Cour de cassation. Gaston Dominici ne sera pas rejugé. Auparavant, le 5 janvier 1955, le ministère demande l'ouverture d'une information contre X pour une éventuelle complicité et on repart pour un tour. Pierre Carias, 30 ans, jeune magistrat, dirigera la nouvelle instruction. Le juge Carias rencontre Roger Perrin le 8 mars et Zézé reprend son même discours. Il n'a pas vu Gustave le soir du 4 août, donc il n'a pas couché à Grande-Terre. Il s'est rendu avec le vélo de son cousin Gilbert sur les lieux du crime. Yvette lui a dit que les Anglais étaient venus à la ferme, demander de l'eau durant la soirée, mais de ne pas le répéter. Pour le reste, il est évasif et ne sait rien. On va organiser une confrontation entre Gustave, Yvette et Gaston qui ne va absolument rien donner. Gustave et Yvette n'y avoir eu une discussion dans leur chambre sur des bijoux et sur l'assassinat de la petite. Par la suite, le juge Carias veut vérifier si Gaston a vraiment pu surprendre cette conversation. On va demander à Gaston d'expliquer de quel endroit il partait et son emplacement exact lors de cette conversation. Et par la suite, Carias va aller lui-même vérifier sur les lieux avec des simulations. Carias se rend à la Grande-Terre accompagné du substitut Pagé. Gustave et Yvette s'échangent des phrases dans leur chambre. Carias se tient sur le palier.
Plusieurs essais sont effectués avec des tonalités différentes. Les deux magistrats ne parviennent pas à entendre clairement la discussion. De plus, Gaston arrivait de sa chambre et les grincements de la porte et le craquement du plancher ne permettaient pas de surprendre une discussion dans le silence. Une fois de plus, Gaston avait menti. Le 18 juillet, Carias donne pour mission aux commissaires de police Chenevier et Guillard de vérifier l'emploi du temps entre le 4 août 1952 à midi et le 5 août à midi de Gustave Dominici et de Roger Perrin. L'affaire est loin d'être terminée. Chevenier et Guillard sont très motivés et comptent bien trouver la vérité. Mais ils vont vite déchanter. Ils vont frapper le même mur que le commissaire Sébeil ou le juge Perrier. Affirmation, rétractation, menace. On est dans la continuité et ils vont faire la connaissance de Gustave et de sa femme Yvette, des gens sans concession qui vont faire preuve encore une fois de leur dureté. L'enquête débute le 28 juillet 1956. Gaston Dominici reste sur cette dernière affirmation. Il a entendu Gustave et Yvette discuter dans leur chambre. Il ne peut pas parler de l'emploi du temps de Gustave et de Roger Perrin. Il s'est couché de bonne heure et n'a rien vu. On est loin des premières versions ou même des aveux de culpabilité. Par la suite, les enquêteurs rencontrent Gaston en présence du juge Bating. Gaston est inflexible, il ne change rien. La seule chose qu'il ajoutera, c'est que son petit-fils empruntait souvent la bicyclette de Gustave. À compter du 1er août 1956, ce sera une longue série d'auditions qui va commencer. Chevenier et Guillard vont rencontrer Faustin Roure du chemin de fer, et il insiste encore. Il n'a jamais dit à Gustave d'aller surveiller l'éboulement durant la nuit. Ensuite, Marcel Dominici, Clovis Dominici, qui réaffirme qu'il a conseillé à son frère Gustave de ne pas dire qu'il avait vu la fillette encore vivante. Ensuite, François Barthes, le père d'Yvette, qui affirme que sa fille lui a dit que les Drummond ne sont jamais venus demander de l'eau durant la soirée. Encore une affirmation contradictoire. Plus on entend des témoins, plus on se perd dans l'enquête. Et François Barthes d'ajouter qu'il ne croit aucunement que Gaston puisse être coupable d'un triple assassinat à plus de 75 ans, alors qu'il se déplace avec une canne depuis plus de 10 ans. Paul Maillet sera entendu une nouvelle fois et ne changera absolument rien à son témoignage précédent. Jean-Marie Olivier est entendu une autre fois. Olivier est notre motocycliste du matin, arrêté par Gustave. Il s'en tient à la même version. Gustave a surgi du derrière de la voiture des Drummond, et quand il repart, il aperçoit deux femmes qui observent. Par la suite, des témoignages peu importants qui n'amènent rien à l'affaire. On entend Raymond Nervy qui affirme qu'Yvette lui a confié n'avoir rien entendu de la nuit. Le cheminot Albert Bourg, arrivé sur les lieux avec Clovis et qui voit Gustave et Clovis en discussion. Mais pour quelle raison? Des conseils de Clovis à Gustave? On n'en sait guère plus. Et on arrive à l'invincible Yvette, le cerveau qui guide Gustave dans ses témoignages. Elle est vive d'esprit, elle est dure, elle ne se laisse pas démonter, elle a des nerfs d'acier, elle est une femme inflexible.
La belle confiance de Chevenier et Guillard va en prendre pour son rhume devant Yvette Dominici, épouse de Gustave. Les enquêteurs mettent en doute l'arrivée du fameux satcar moto durant la soirée à la ferme. Yvette réaffirme que ce satcar a bel et bien existé. Elle confirme qu'elle était avec sa belle-mère aux petites heures du matin en observation des lieux. Elle confirme avoir vu Gustave, la présence du campeur Ricard. Elle affirme que les Drummond ne sont jamais venus demander de l'eau, que Roger Zézé Perrin n'était pas à la ferme du 4 au 5 août. Ce témoignage commence le matin et se termine à minuit avec 3 pauses. Les policiers retournent les questions dans tous les sens, mais Yvette est d'une solidité et d'une résistance qui impressionne en cette journée qui est un échec total pour les enquêteurs. Après les témoignages de Gaston et d'Yvette qui ne font pas bouger les choses, on arrive à Gustave qui va faire un témoignage incroyable, de mauvaise foi. On lui rappelle ses accusations, rétractations, retours, mensonges multiples. Tout se trouve dans les procès-verbaux. À aucun moment il n'a été d'accord avec Roger Perrin sur la venue des Drummond qui venaient chercher de l'eau. Il en est rendu à accuser le commissaire Sébeil d'avoir rédigé de faux procès-verbaux. On l'avertit de la gravité d'une telle accusation. Mais Gustave est maintenant à l'image de sa femme Yvette. Il est inflexible, en parfaite possession de ses moyens. Il est même frondeur avec les autorités. Tous les PV de Sébeil sont faux. Il n'a jamais entendu de cri durant la nuit. Il ne se rappelle plus l'avoir dit lors d'une confrontation avec Paul Maillet. Il n'a jamais dit à Clovis que son père avait avoué les 3 meurtres. Il ne comprend pas qu'on puisse trouver cela dans un PV. Le juge Perrier a aussi produit un faux PV selon lui. Il n'a jamais accusé son père. Décidément, les choses ne s'arrangent pas. Devant son affirmation sur procès-verbaux qu'il avait déplacé le corps d'Anne Drummond, il répond « Les policiers m'ont tellement frappé et fait des pressions pour que je dise que j'avais remué le corps que je suis arrivé à dire comme eux. » Pour sa déclaration du 17 décembre, lorsqu'il disait s'être levé à 2 heures, il dit que oui, il l'a bien dit, mais parce que le juge Perrier le menaçait. Il ne s'est pas arrêté à la serre pour ramener son neveu Roger Perrin à la ferme le soir du 4 août. Pourquoi a-t-il accusé son père? C'est à cause de Clovis, et quand il a voulu se rétracter, c'est parce que le juge le menaçait. L'interrogatoire se termine ainsi, et les enquêteurs avaient été prévenus. Gustave et Yvette Dominici, l'os est de taille. Et Roger Zézé Perrin, le petit-fils de Gaston, on le reçoit le 11 août 1956. Il affirme qu'Yvette lui a dit que les Drummond étaient venus à la ferme, mais de ne pas en parler. Ceci confirme que Zézé était à la ferme, car il était précis dans les détails. Et puis, pourquoi Yvette lui aurait dit de se taire s'il n'était pas là? Donc, ça confirme sa présence. Il dit pour se justifier qu'il rapporte les propos de sa tante. Il sait que son oncle Gustave s'est levé à 4 heures. C'est sa tante qui lui a dit. Son oncle ne s'est pas arrêté chez lui à la serre le soir du 4 août pour le ramener à la Grande Terre. Il est arrivé en bicyclette par ses propres moyens. Quand on lui parle de son arrivée en bicyclette sur les lieux du crime avec celle de Gustave, il nie. Il dit que c'était celle de son cousin Gilbert et que Gustave tenait la sienne. Pourquoi avoir dit en juillet 1953 que son oncle Gustave s'était arrêté chez lui le soir du 4 août? Zézé ne se rappelle pas avoir dit ça.
Et s'il l'a dit, il ne sait pas pourquoi. La comédie continue. Les deux enquêteurs sont éberlués. Ils sont neufs dans l'enquête et ils n'ont jamais vécu une enquête d'une telle manière. Ils se donnent quelques jours pour réfléchir, mais ils se rendent bien compte que toute cette enquête est un échec retentissant. Loin de s'écraser, Yvette et Gustave Dominici montent en confiance et en intensité. La confiance, c'est eux qui l'ont, pas les enquêteurs. Chevenier et Guillard n'arrivent avec aucune charge contre Gustave Dominici. Quant à Clovis, rien ne change dans ses déclarations, et devant Gaston qui l'accuse pour la carabine, il dira « J'ai toujours dit toute la vérité, je la maintiens. Je n'accuse pas mon père avec une arrière-pensée quelconque, bien au contraire. On ne se rend peut-être pas compte de la situation terrible qui est la mienne. Depuis des mois et des mois, j'ai dû dire plusieurs fois ce que je savais. Je l'ai dit et je le répète et je le répéterai toujours. Parce que moi, je ne suis pas un menteur. Je préférerais ne pas détenir ce terrible secret. Je préférerais ne pas savoir que c'est mon père qui a tué les Anglais. Mais je sais qu'il me l'a dit. Il était de mon devoir de le déclarer à la justice. Je le répète une fois de plus. Oui, mon père m'a bien dit qu'il avait tué les Anglais. Les enquêteurs rencontrent de nouveau Zézé, qui va changer sa version. On n'a jamais vraiment terminé avec Roger Perrin. Oui, son oncle Gustave s'est arrêté chez lui le soir du 4 août. Gustave a dit à Zézé qu'il devait surveiller l'éboulement la nuit. Il ne sait pas pourquoi il ne l'avait pas confirmé auparavant, et il maintient que son oncle ne l'a pas emmené à la ferme. Sur l'insistance des enquêteurs, Roger Perrin ne fléchit pas. Il n'a pas passé la nuit à la Grande Terre. Le 19 novembre, on va confronter Zézé Perrin à son grand-père. Et Zézé, qui a la réputation d'être un peu lent, va affronter son grand-père de façon surprenante en lui disant « Alors, vieux con, je ne me dégonfle pas comme ça, moi. Je me fais pas porter malade quand il faut aller voir les policiers, moi. Alors, si t'as quelque chose à dire, vas-y, parle. Mais parle donc. Ils sont tous là pour t'écouter. Alors vas-y, parle. » Roger Perrin a dit tout ça avec violence, mais Gaston est resté bien calme. Il lui a même répondu « Te fâche pas, mon petit, mais je n'ai rien dit, moi. » Et Zézé de rétorquer « Si tu l'as dit que j'étais à la ferme, alors redis-le, et puis moi, je dirai ce que j'ai à dire. » C'était une phrase sans concession. Les enquêteurs ont perçu la contrariété du vieux et son inquiétude. Gaston ne dira plus jamais rien concernant Zézé. Les deux enquêteurs ont tiré les conclusions suivantes de cette confrontation. Roger Zézé Perrin ne craint aucunement son grand-père, contrairement à Gustave. Il est colérique avec son grand-père. Zézé est persuadé qu'il a le dessus sur son grand-père. Si Gaston parle, il aura des révélations encore plus fortes. Le 25 février 1957, un rapport final de 261 pages est remis au juge Carias. Voici quelques conclusions de Chevenier et Guillard. Pour eux, Clovis et Gustave se sont concertés pour faire porter le poids des crimes à leur père.
Il pense que Clovis n'a jamais reçu de confidence de son père. La carabine du crime pourrait appartenir à Clovis. Roger Zézé Perrin était à la Grande Terre la nuit des meurtres. Si Gaston Dominici serait le propriétaire de la carabine, il aurait été illogique de la laisser traîner sur une étagère bien en vue, dans la remise. Et Clovis a insisté sur cette étagère lors de son témoignage. Conclusion, Gaston n'est pas le proprio de la carabine. Gaston Dominici n'est pas innocent. Il serait celui qui a tué la jeune Élisabeth. Il se réfère au pantalon lavé le 5 août. Ils en sont convaincus, car Gaston fait des colères dès qu'on parle du pantalon. Les deux enquêteurs blâment le juge Perrier et le commissaire Sébeil d'avoir ignoré les pantalons au séchage la journée du 5 août. Ils pensent que Gustave était sur les lieux du meurtre, qu'il aurait pu tuer le couple Drummond. De toute façon, Gustave Dominici est au moins co-auteur ou complice des deux derniers meurtres. Malgré tout leur effort, Chevenier et Guillard n'ont rien amené de nouveau à l'enquête. Ils se sont butés aux mêmes témoins qui n'ont rien changé à leur témoignage. Leurs rapports et leurs déductions, malheureusement, ils ont peut-être raison, mais ils n'apportent aucune preuve à leur conclusion. Le rapport de Chenevier et de Guillard a été rejeté par les magistrats. Beaucoup de suppositions, des faits non prouvés. À cette époque, ce rapport a terni la relation entre policiers et magistrats. Qu'est-il advenu de Gaston Dominici? En 1957, le président René Coty a commué la peine capitale du vieux Gaston et en juillet 1960, le général de Gaulle a gracié et libéré Gaston Dominici, qui va décéder en 1965 à l'âge de 88 ans. Gustave Dominici est décédé en 1996 à l'âge de 77 ans. Clovis est décédé en 1959 à l'âge de 54 ans. Marie, l'épouse de Gaston, est décédée en 1974 à l'âge de 95 ans. Roger Perrin est décédé en 2019 à l'âge de 84 ans. Yvette Dominici, femme de Gustave, était toujours vivante en 2019. Elle aurait plus de 90 ans. En 1952, sur la commune de Lure, dans les Alpes de Haute-Provence, un couple anglais, Jack Drummond, son épouse Anne et leur fillette de 10 ans, Élisabeth, ont été massacrés une nuit d'été alors qu'ils campaient la Belle Étoile au bord de la nationale 96. Les soupçons se sont immédiatement portés sur la famille Dominici, qui se trouvait à peine à 165 mètres des lieux du drame. Gustave Dominici a été au centre de toutes les intrigues alors qu'il était interrogé par le commissaire Sébeil. Dans un retournement de situation, Gustave et son frère Clovis accusèrent leur père du triple assassinat, le vieux Gaston Dominici niant en bloc avant d'avouer qu'il avait commis l'irréparable, avant de revenir sur ses aveux. Durant des mois, les enquêteurs ont examiné sans relâche toutes les pistes de ce dossier. La police judiciaire et la gendarmerie ont interrogé une multitude de témoins qui se contredisaient les uns les autres. Le commissaire Sébeil a rencontré Gustave Dominici à plusieurs reprises. Ce témoin est revenu sur ses témoignages constamment
en changeant les faits et finissant par dire qu'il ne se rappelait plus de rien. Est-ce que Gustave Dominici avait réellement peur de son père au point qu'il perdait tous ses moyens lorsque les confrontations judiciaires arrivaient? Pour quelle raison est-il revenu constamment sur ses dépositions? A-t-il eu un rôle à jouer dans ce triple meurtre? Qu'a-t-il fait au juste durant cette nuit? Le rôle d'Yvette Dominici, l'épouse de Gustave, est central dans cette histoire. Il semble qu'elle a dirigé son mari d'une main de fer, l'influençant dans ses témoignages. Clovis Dominici a accusé son père des meurtres du début à la fin. Jamais il n'a changé une ligne de ce qu'il affirmait. Mais à mesure que l'enquête progressait, il perdait en crédibilité. Voulait-il se venger de son père? Était-il le propriétaire de ce fameux fusil qui a servi au meurtre des Drummond? A-t-il réellement dit qu'il valait mieux sacrifier le vieux Gaston plutôt qu'un jeune? Il emportera les réponses avec lui, car il décédera peu après les événements. Les déplacements de Roger Perrin les 4 et 5 août sont mystérieux. A-t-il passé la nuit à la Grande Terre, oui ou non? On ne pourra jamais l'établir de façon certaine. Perrin a-t-il joué un rôle dans les 3 assassinats? Qu'avait-il à révéler si son grand-père Gaston voulait parler de lui? Encore une fois, nous ne saurons jamais de quoi il était question. Bien que les événements étaient loin d'être clairs aux yeux de tous, Gaston Dominici fut condamné à la peine capitale. Les habitants de Lurs qui connaissaient le vieil homme se demandaient de quelle manière il avait pu commettre les 3 meurtres et courir après une fillette de 10 ans, alors qu'il marchait péniblement avec une canne depuis 10 ans. Cette histoire est l'une des plus célèbres du XXe siècle en France. Des retournements de situation constants ont tenu en haleine le pays entier. On ne connaîtra jamais de façon certaine les événements qui se sont produits le 5 août 1952 près de la ferme Dominici, ni le mobile qui a conduit à ces assassinats. Bien qu'il y ait eu la condamnation de Gaston Dominici, cette histoire demeure en grande partie irrésolue. Cette histoire est aujourd'hui presque oubliée. Tous les acteurs de ce drame sont presque tous disparus, en emportant leurs secrets dans un autre monde.